Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour la fameuse preview de pré-saison du top 14. Comme chaque année, je vais vous délivrer le classement que je vois à l'issue des 26 journées régulières. Attention, ça veut pas dire que je vois l'équipe qui va finir premier forcément championne, c'est juste que je pense qu'à l'issue de la saison régulière, il y aura ce classement. Encore une fois, comme chaque année, il y aura des dingueries, il y aura des paris qui ont été pris aussi de mon côté, et j'ai pas la science infuse. Si je mets votre équipe un peu plus bas que ce que vous pensez, ben désolé, mais c'est juste mon avis. Et je vous invite juste à débattre en commentaire en disant pourquoi vous la verrez plus haute. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai mes pronostics pour la première journée de ce top 14 2025-2026. Enfin bref, commençons par l'équipe que je vois terminer dernière. Et oui, pour moi, le promu Montalbanais ne va pas faire grand-chose lors de cette saison en top 14. Malheureusement, avec un budget très serré, c'était difficile pour eux de recruter. Et justement, en parlant des recrues, je vais vous les annoncer tout de suite. D'abord, on a Somskishvili qui vient de Chambéry, Valentin Simutoga qui est prêté par Lyon, Vaya Fifita, un ancien international All Black, aussi international pour les Tonga, notamment pour la dernière Coupe du Monde, arrive en provenance des Scarlets, Nafi Mahfoud de Biarritz et Charlie Fenton vient d'Irlande. Globalement, ça fait assez peu, surtout pour un promu, et quand on voit ce qu'avait fait Van notamment l'an dernier, c'est pas un mercato qui fait rêver. Après, ils ont la chance de pas perdre beaucoup de joueurs qui étaient importants dans l'effectif. Seul Dimitri Vaotoa est peut-être celui qui jouait le plus, parce que c'était l'ancien et il représentait beaucoup Montauban, ça faisait longtemps qu'il y était. Il y avait aussi Tumoga, le pilier, mais qui a pas forcément beaucoup joué l'an dernier. Par contre, si on parle en termes de dynamique, elle est plutôt bonne. Ils sont qualifiés à la dernière ou avant-dernière journée, les Montalbanais, à la 6ème place. Et ils sont allés gagner partout où ils ont joué en phase finale. D'abord à Colomiers en barrage, puis à Brive en demi, et enfin la finale contre Grenoble. Et malgré tout, je pense que ça ne suffira pas, et qu'ils pourront accrocher peut-être un ou deux matchs, allez peut-être 5 matchs grand maximum dans la saison. L'équipe que je vois 13ème, pareil, peu de surprise, c'est le Stade français. Au niveau de la dynamique, elle est vraiment pas bonne. Déjà, si on parle de la Champions Cup, ils sont fait éliminer dès les phases de poule, en terminant dernier de leur poule. Et ensuite, en top 14, ils ont fini 12ème en accrochant un maintien seulement à la dernière journée ou à l'avant-dernière journée. Alors que quand t'es le Stade français et que t'as un budget aussi important, tu devrais jouer le top 6 chaque saison. Donc bref, la dynamique n'est pas bonne. On sait aussi qu'il y a eu deux entraîneurs qui sont partis, qui ont été remerciés lors de la saison précédente, à savoir Karim Ghezal assez tôt dans la saison qui a été remercié, puis après Laurent Labi qui l'a suivi quelques mois après. Bon, au niveau des départs, il y a que Gigi Van Der Merch qui part à Northampton, qui est pour moi un gros départ. Après le reste, Gomez Codella, 40 ans, c'est pas non plus une grosse perte parce que il faut bien qu'il prenne sa retraite. Et Kostas Tortis, ça aurait pu en être une, mais il a très peu joué finalement. Mais en revanche, au côté des arrivées, ça fait pas rêver, je trouve. À part Noah Néné qui avait amené ce côté un petit peu folie, ce côté un petit peu joyau et assez joueur dans une équipe qui manque cruellement d'identité de jeu, là, tout le reste, ça peut être des joueurs à relancer, comme Thierry Paiva ou Tanivili, qui ont plus ou moins raté leur passage respectivement à La Rochelle et à Vannes. Et puis il y a Kerbarlo qui va amener de l'expérience pour chapeauter tout ça, mais à voir comment il va être géré avec Motassi qu'il faut faire continuer de grandir, avec Brad Weber qui va revenir de sa blessure. Bref, ça va être un petit casse-tête pour le poste de numéro 9. Et après, la dernière recrue, c'est Jacopo Mapu. Je le connais pas plus que ça, parce que je regarde pas le championnat anglais, donc à voir. Donc bref, le Stade français, ça me fait pas rêver, tout comme l'équipe qui va finir 12ème pour moi. Et oui, pour moi, c'est son voisin francilien qui va terminer 12ème. Déjà, au niveau de la dynamique, pareil, eux, ils ont pas fait une super saison. Ils étaient en Champions Cup, puis ils ont été rebasculés en Challenge Cup avant d'être éliminés en demi-finale par le Loup. Et en top 14, ils ont plus ou moins toujours été dans le ventre mou. Il n'y a pas eu grand-chose, beaucoup de défaites à domicile notamment, pas mal de victoires à l'extérieur aussi, mais ça compensait pas réellement. Et pareil, un manque d'identité, quelques joueurs surnagés dans l'effectif, comme Tussova ou même Le Garec, mais le reste, c'était en difficulté. Et aussi Stuart Lancaster, qui a été remercié assez tôt dans la saison, Patrice Colazo, qui est venu ensuite, et qui a prolongé. Mais justement, est-ce que un entraîneur comme Colazo, qui est plus habitué à des projets court terme, peut être efficace aussi sur du long terme? Pour l'instant, j'ai du mal à le voir.
Au niveau des départs, bon, de très importants, moi je trouve qu'il y a Cameron Waukeez, certes pas forcément en termes de niveau de jeu, mais c'est quand même un international qui pouvait jouer deuxième flanqueur et troisième ligne centre, donc polyvalent, bon en touche, c'est quand même une perte importante. Boris Palu également je trouve, évidemment Nolan Le Garec va énormément compter dans tous ces départs, et puis beaucoup de demi d'ouverture, Owen Farrell, Tristan Teder et Dan Lancaster. Alors oui, on en pense qu'on veut de ces trois joueurs, mais mine de rien, bah, il va falloir les remplacer, et on sait que le poste de 10 est un poste à responsabilité, et c'est eux qui mènent le jeu, et sachant qu'il va y avoir quasiment que des nouveaux 10 au Racing, il va falloir que ça prenne vite. Et enfin, derrière, Henri Chavancy est pour moi la plus grosse perte, pas forcément pareil en termes de niveau de jeu, parce qu'il commençait à avoir de l'âge, mais c'est juste qu'il représentait le Racing. C'était vraiment l'âme du Racing, ce joueur, donc je pense que dans le vestiaire et mentalement, ça peut faire quelque chose. Au niveau des arrivées, c'est plutôt sympa sur le papier, même si bon, il faut que tous ces joueurs jouent ensemble. Taniela Tupou, le pilier droit australien, c'est potentiellement un des meilleurs piliers droits du monde, donc ça peut être intéressant, mais il arrivera assez tard. Johnny Hill, c'est un deuxième ligne qui a été très fort par le passé, notamment de sa période Exeter, et qui après a été un Lions. Il va falloir le relancer aussi. Thomas Leno et Wilfried Duleux arrivent de Grenoble, c'est des très bons joueurs. Hugo Sons arrive d'Aurillac. Geronimo Priscantelli, je le connais pas plus que ça, c'est pareil, parce que l'URC, je suis pas énormément. Enfin, on va noter aussi les arrivées de Nathan Hughes, un Anglais qui était au Japon. Lekima Tagitagivalu, qui vient de Pau. Et enfin, Celestino Ravutomada, qui lui, pour le coup, peut être une grosse attraction sur top 14, notamment sur la pelouse de l'Arena pour cette dernière saison dans ce stade. Et enfin, Joey Manu, je ne le connais pas. Globalement, c'est des recrues qui arrivent un petit peu de partout, de n'importe quel championnat. Globalement, tous les championnats, tous les gros championnats sont représentés, que ce soit la Pro D2, le top 14, la Première Chip, l'URC, le Japon et même le Super Rugby. Donc, tous ces joueurs vont devoir s'adapter dans un moule, et c'est pour ça que je pense que le Racing va avoir du mal, notamment le fait dans l'adaptation de tous ces joueurs. On passe maintenant à l'équipe que je vois 11e, à savoir l'USAP. En termes de dynamique, l'USAP s'est fait peur la saison dernière en étant quasiment relégué en Pro D2. Ils ont fini 13e du championnat de top 14 et ont joué l'Access Match à Grenoble et l'ont gagné d'une courte tête dans les derniers instants. Franchement, ils ont joué à se faire peur. Et puis en Challenge Cup, de mémoire, ils ont été en 8e et ont perdu contre le Racing, si ma mémoire est bonne. Au niveau des départs, je vois pas énormément de préjudiciables. Moi, je regrette un peu le départ d'Ali Crosdale qui s'était blessé et qui a moins joué du coup sur la deuxième saison, mais qui était un ailier assez vif, et quand on sait que Perpignan a manqué de créativité derrière, c'est dommage de ne pas le garder. Après Louis Dupichot, Barak, Nakalevou, c'est pas des joueurs qui étaient titulaires. Delpi, il est prêté à Colomiers par le Stade Toulousain. Fa, Soho, Bachelier et Brazo, pareil, c'est pas forcément des joueurs qui étaient titulaires, ils étaient plus dans la rotation. Et enfin, Marvinori, qui pour moi est la grosse perte devant, en fait, il a pas trop joué, même si c'était un non ronflant. En revanche, niveau recrutement, ça recrute pas mal, notamment devant, avec l'arrivée de Sama Malolo en talonneur. En troisième ligne, on a l'arrivée de Diaby de l'UBB, Yato de Clermont, Jamie Ritchie qui vient d'Édimbourg, le troisième ligne international écossais, et enfin Matteo Locorvec qui arrive de Toulon. Ça, franchement, c'est 4 bonnes recrues, et devant, il va avoir un paquet très très solide, les Perpignanais. Et enfin, derrière, des recrues intéressantes également. Tristan Teder qui va chercher à se relancer après un passage raté au Racing. En plus, il revient dans un club qu'il connaît bien, donc ça donne envie de voir. Duncan Payawa qui, pareil, a peu joué du fait d'une blessure sur la dernière saison à Toulon. Et Jordan Petaya, la dernière recrue un peu surprise du mercato, qui va faire énormément de bien. Et justement, en termes de créativité, il va en amener beaucoup, puisqu'il peut jouer à la fois centre, ailier et arrière. Et donc, je pense que Perpignan va réussir à se sauver plus facilement que la saison dernière. Ils vont acquérir leur maintien, on va dire, 2-3 journées avant la fin et être rassurés sans pour autant viser un top 6 qui me paraît assez chaud quand même. En 10e, ouais, je sais, je pense que vous ne les attendiez pas à cette place-là, je vais mettre Bayonne. Alors oui, ils ont fait une saison de fou l'an dernier. Je crois qu'ils ont été en 8e de Challenge Cup, mais c'est pas ça le plus important, c'est évidemment leur première phase finale de top 14 et notamment leur première demi-finale. Ils ont fait une très bonne saison avec des recrues qui avaient été très intéressantes, mais là, cette année, je le sens moins. Notamment tout ce qu'il y a autour de l'extra sportif. Même si Grégory Pata devrait prolonger dans les prochains jours, l'arrivée de Laurent Travers un peu énigmatique parce que je comprends pas ce qu'il vient faire là dans ce projet bayonnais qui fonctionnait très bien, peut, je pense, créer un petit peu de désordre, on va dire. En plus, en match de prépa, même si on sait que ça veut rien dire, ils ont perdu leurs 2 matchs, notamment contre Biarritz à domicile dans le derby basque,
une équipe de Pro D2 qui était plus ou moins ventre mou l'an dernier, ça fait mal. Donc je pense qu'il va y avoir un début de saison un peu compliqué à Bayonne, il va falloir le temps de se remettre en route avant de, pourquoi pas, enchaîner quelques victoires, mais malheureusement ça ne suffira pas pour accrocher un top 6. Et pareil, je les mets 10e, mais je pense que pour le coup ce sera très serré, entre la 6e et la 10e place, il y aura maximum 10 points je pense à la fin de la saison. Au niveau des arrivées plus ou moins intéressantes quand même, un mercato même plutôt bon. Ignacio Calles et Emric Setiano, ça va être des bons piliers de rotation, notamment quand Tatafu sera à Marcoussis, parce que je pense qu'il y sera. Devant toujours, on a Evan Johnson qui arrive de Yonax, un deuxième ligne qui a été plusieurs fois appelé avec l'Écosse. On a Rob Leota qui a renoncé à la sélection australienne pour venir à Bayonne, et c'est un joueur très rude, très rugueux, tout comme Alexandre Fischer, qui dans le combat vont faire énormément de bien. Et enfin, derrière, Herschel-Yantis et Gareth Anscombe, une charnière internationale, avec certes des joueurs qui maintenant ne sont plus dans leur sélection, mais qui ont connu le haut niveau, et c'est tout ce dont a besoin Bayonne. Mais un peu pareil que pour le Racing, je pense que tous ces joueurs, il va falloir qu'ils jouent ensemble, et qu'ils s'adaptent assez vite, notamment dans une atmosphère qui, pour le moment, pas top, en tout cas pas à son meilleur niveau, et c'est pour ça que je les vois plutôt 10e. Et après, côté départ, aucun qui me semble vraiment problématique, même si on peut noter le départ d'Ouzair Kassim, après il était assez vieux, la retraite de Camille Lopez, ou encore le départ de Chan Mousquès vers Bordeaux. Enfin bref, passons au club que je vois 9e. Pour moi, la SM Clermont finira 9e et hors top 6. Alors, en termes de dynamique, ils avaient fait un 8e de Champions Cup qu'ils avaient perdu à Northampton, les futurs finalistes et vice-champions. Et ils ont terminé dans le top 6, au terme d'une bataille pour le top 6 qui était assez intense tout au long de la saison, mais se sont fait salement rouler dessus, je trouve, en match de barrage à Bayonne. Côté départ, il y a peut-être au niveau de la 3e ligne des départs qui peuvent être vraiment importants, comme Fritz Lipp et Soliato et Alexandre Fischer, c'était une 3e ligne qui potentiellement pouvait être titulaire. Et donc il va falloir les remplacer, notamment dans le combat. Et après, Urda Pileta, Anthony Belot jouaient beaucoup, mais tout le reste, que ce soit Théo Giral, Mathis Belop, Jules Bousquet, Enzo Sanga, Samuel Mfundi, Oscar Rickson ou Thomas Duchesne, ça ne jouait que très peu. Mais au niveau des recrues, c'est ça qui me fait un petit peu tiquer. Déjà, je trouve que ça recrute beaucoup en Pro D2 et beaucoup de joueurs qui veulent se relancer. Que ce soit Celevasio Tolofua, Tevita Ratuva, Pio Murawa, Aliveriti, Loa, Lucas Zamora, Tom Raffi, tout cela, c'est des joueurs qui viennent de Pro D2 ou qui veulent se relancer dans le club de Clermont, et je trouve que ça manque d'expérience, un côté un petit peu papa, un joueur qui a connu le niveau international. Ce joueur, ça pourrait être Harry Plummer, une sélection avec la Nouvelle-Zélande il y a quelques saisons, mais bon, il sort d'une saison compliquée avec les Blues, il va falloir qu'il prenne les clés du camion assez rapidement et que ça marche vite. Mais malgré tout, je ne pense pas que Clermont est un effectif assez pléthorique pour jouer le top 6 tout simplement. Passons maintenant au Castres Olympique que je vois terminer 8e. Au niveau de la dynamique, les Castris, ils ont fait un quart de finale historique en Champions Cup, donc ils commencent à jouer la Coupe d'Europe, c'est pas rien, et ils ont fait aussi un match de barrage perdu à Toulon assez nettement. Au niveau des départs, pas mal de départs je trouve assez importants. Julien Dumora dans les têtes, même s'il jouait un peu moins, c'était quand même, pareil, l'âme du Castres Olympique, ça fait plus de 10 ans qu'il était là. Gaëtan Barlow était le talonneur titulaire qui était devenu international à Castres. Et puis après, des joueurs de rotation comme Yann Pesson ou Antoine Zegdar partent aussi. Et je pense aussi que le décès de José Raisuke a un petit peu fait mal dans les têtes. Côté arrivée, assez peu d'arrivées finalement, seulement 4. Teddy Durand, Ramoto Tabua, Adam Vargas et Karawalevu. C'est assez précis, c'est ciblé comme recrutement, et sur le papier, c'est 4 bons joueurs. Et ça peut fitter totalement avec l'ADN du Castres Olympique, ça recrute en Pro D2 majoritairement, et ça va chercher un joueur étranger, en l'occurrence Karawalevu, qui va venir donc apporter cette dimension internationale. Mais je trouve que ce recrutement ne suffit pas par rapport aux pertes qu'il y a eu du côté du Castres Olympique. Et comme je le disais, maintenant ils se mettent à jouer la Coupe d'Europe, et j'ai peur qu'ils y laissent trop de plumes, qu'il n'ait pas assez de rotation en voulant jouer les deux compétitions, et que par conséquent, certains matchs de top 14, ils les perdent, et ça leur permet pas d'accrocher le top 6. Et encore une fois, je les mets 8e, mais je rappelle que pour moi, ils termineront assez proches de la 6e place. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien mis l'Union Bordeaux-Bègles en 7e. Je pense que malheureusement, les Bordelais vont faire une saison un petit peu à la manière de ce qu'a fait le Stade Rochelet ces 2 dernières saisons, en bataillant pour le top 6, mais malheureusement en ayant des gros trous d'air durant la saison. Alors oui, il sort d'une saison exceptionnelle, le titre en Coupe d'Europe,
la finale qui va jusqu'en prolongation face au Stade Toulousain, mais là, ils vont avoir un début de saison assez compliqué. Il y a notamment 6 joueurs qui sont blessés pour les 3 ou 4 premiers matchs, voire plus, qui sont des joueurs titulaires et hyper importants du club. Adam Coleman en deuxième ligne, Maxime Lucu évidemment, Arthur Rottière, Johan Janse van Dresburg, Mathieu Jalibert et Pablo Huberti. Ainsi évidemment que Romain Buros. Ça fait quand même 7 joueurs absents pour les premiers matchs, et c'est 7 joueurs qui sont cadres ou pleinement dans la rotation. Donc je pense que le début de saison va être un peu compliqué, qu'ils vont avoir un retard à l'allumage, et qu'il va falloir aller récupérer des points en se fatiguant beaucoup. Surtout qu'en étant champion d'Europe, ils vont vouloir donc conserver leur titre et faire honneur à cette première étoile, donc forcément ils vont jouer la Champions Cup à fond. Pareil que pour Cass, je pense qu'ils vont y laisser quelques plumes, et que malheureusement, fin de saison, ça va compter. Après, si on regarde un petit peu les départs et les arrivées, pour le coup, je pense que l'UBB s'en est plutôt bien sorti. En départ, plusieurs départs importants comme Guido Petit, Mamadou Diaby, Pizzamout et Vita Tatafou. Il y a aussi Alexandre Ricard, Zachary Afan qui est prêté à Brive et Romain Laterade qui sont également partants au niveau du paquet d'avant. Et derrière, je trouve pas qu'il y ait forcément de 3/4 qui soient vraiment importants dans l'effectif qui soit parti. Nance Ducoin, ça faisait quand même plusieurs saisons qu'il avait du mal. Enzo Rebier n'a pas réussi à s'imposer, Ben Tapoué avait de l'âge, Matteo Garcia malheureusement s'est fait doubler par Joey Carberry dans la hiérarchie, c'est peut-être le joueur qui aurait dû être conservé, et Yann Lesgour pareil, ça faisait plus de 10 ans qu'il était au club, mais je pense que Martin Pagerello, la recrue, va faire mieux que lui. Et justement, parlons des recrues, donc j'ai cité Martin Pagerello, qui est pour moi une bonne recrue de rotation, mais attention parce que il sera sélectionné avec l'Italie pendant les périodes internationales, ça risque de faire mal pour l'UBB. Mais après, tout le reste, que ce soit Gaëtan Barlow, Boris Palu, Jean-Luc Duprez, Cameron Woki, Salissi Rayassi ou Shane Mousquet, je trouve que c'est un recrutement top niveau. Et à côté de ça, on rajoute Louis Marie qui va donc pouvoir amener de la profondeur encore plus en termes de pilier gauche. Et on a là un effectif quand même bien rodé. Mais bon, c'est pas au niveau de l'effectif que j'ai des doutes, c'est comme je vous l'ai dit, au niveau des blessures et au niveau des périodes internationales. En 6ème place, je vais mettre un club qui est pas très apprécié, à savoir le Montpellier Hero Rugby. Déjà en termes de dynamique, bon, ils se sont pas qualifiés l'an dernier, ils ont terminé 9ème, il me semble, et en Challenge Cup, ils se sont fait éliminer en quart de finale ou en 8ème de finale. Donc c'était pas une saison top pour le MHR. Mais malgré tout, c'est quand même une équipe pénible. Et en ça, je trouve qu'ils vont je pense qu'ils vont garder cette philosophie de jeu et qu'ils vont devenir encore plus chiants, notamment avec leurs recrues. En recrue, on a beaucoup de joueurs qui sont, pareil, des combattants, des durs au mal, comme Richie Telly, Adam Bird, Langui Gleason aussi, également. On a des joueurs aussi de ballon, comme Massi Baka, qui arrive de Soya-Angoulême, qui est un joueur que j'adore. Et derrière, on a Justo Picardo, qui est pareil, un centre très dur, très rude. Donovan Tafifenwa, qui va vouloir se relancer, et Tom Banks, qui arrive du Japon, pour aussi terminer sa carrière. Et à côté de ça, on rajoute Karl Martin, Lennox Anyonwu, Ali Price, qui vient d'Édimbourg et qu'il va falloir relancer, Mathieu Huila et Valentin Welch. Ça nous fait un recrutement quand même avec assez peu de gifs, et c'est le gros point d'art de ce recrutement, mais en termes de qualité de joueur, je trouve que c'est intéressant. Le paquet d'avant est densifié, la ligne de 3/4 est assez bien remplacée, sauf peut-être au poste de demi-mêlée. Parce que en départ, il y en a des importants quand même, Janse van Dresburg, Willem C, Sam Simons, Cobus Reinhardt évidemment, Yann Serfontein, ou encore Georges Bridge et Anthony Boutier, ça c'était des joueurs qui jouaient vraiment beaucoup. Et après tout le reste, Tisseron, Kylian Bacour, Pierre Lucas, Aurélien Barrault, Martin Dohan, Nicolas Martins et Vano Karkadze, c'est pas des joueurs qui étaient titulaires, c'est des joueurs qu'on peut laisser partir assez aisément. Et donc je pense qu'avec cette mentalité et avec cet effectif qui peut prendre ensemble, mais ça peut être aussi comme pour le Racing, un petit pari parce que tous ces joueurs va falloir qu'ils jouent ensemble. Mais moi j'y crois parce que c'est des joueurs qui ont plus ou moins le même style de jeu. Je pense que Montpellier fera top 6 cette saison. Tout comme la section paloise. Je les avais déjà mis dans le top 6 la saison dernière, au final ils ont fait un trop mauvais début de saison pour pouvoir y prétendre, même si la fin de saison est beaucoup mieux. Parce que justement, parlons de la dynamique, ils ont fini 8ème en faisant une fin de saison canon, ils gagnent à Vannes avec un bonus offensif, ils gagnent à Lyon, ils gagnent contre La Rochelle en dernière journée, enfin Pau, vraiment roulé à plein régime sur les dernières journées. En Challenge Cup, il me semble qu'ils sont éliminés par Basse en 8ème de finale, si ma mémoire est bonne. Mais ce que je veux retenir, c'est vraiment cette fin de saison canon. En termes de départ, j'en vois pas énormément de préjudiciables. Là, pareil, c'était des joueurs de rotation qui jouaient un peu moins. Elliot Rodil, Thibaut Amounou, Lekima Tagitagivalou qui va au Racing, Tom Franklin, Dan Just
Romain Ruffnac, qui est peut-être une grosse perte devant parce que dans la rotation des talonneurs, il était important, je trouve. Ignacio Caes jouait moins depuis qu'il avait annoncé son départ à Bayonne. Et Harry Williams jouait quasiment pas. Donc pas de gros départ. Et en termes d'arrivée, assez peu, comme Castres ou comme un autre club qu'on verra plus tard, Thomas Lacleya, Julian Montoya, Ayam Elbibouji et Facundo Issa. Je trouve que c'est un recrutement qualitatif. 3 gros noms plus un jeune qui revient de près, c'est fort. Et surtout, ce qui me plaît, c'est la philosophie de Pau, de faire jouer des jeunes, de beaucoup jouer les coups, avec un jeu de mouvement. Et ben, elle a marché en fin de saison. Tout en ayant des recrues devant qui viennent densifier ce pack comme Montoya ou Issa, je trouve que la section va pouvoir étoffer son jeu tout en gardant cette philosophie. Et c'est pour ça que je les vois accrocher le top 6 cette saison. Pour le top 4, et à savoir, pour moi, l'équipe qui finira en barragiste à domicile, je vois les Lyonnais. Recrutement intéressant, dynamique pas bonne. Il est vrai, la dynamique n'est pas bonne, mais ils ont un staff qui est compétent comparé aux saisons précédentes, je trouve, avec Karim Ghezal notamment, qui s'est enfin structuré dans un club qui a prolongé dans la durée. En match de prépa, ils en ont fait un seul, ils ont explosé Parme. Bon, après, l'adversité, elle est à remettre un petit peu en cause, mais c'est quand même de la confiance pour le début de saison qui a été engrangé. Surtout qu'au niveau des départs, j'en vois pas, pareil, des très importants. Il y a des joueurs qui jouaient assez souvent quand même, comme Sébastien Taufinois, Sam Matavesi, Yanis Charcosset, Thomas Lavanini. Après, le reste, Alban Roussel, Pierre-Samuel Pacheco, ça jouait pas énormément. C'était plutôt des joueurs qui jouaient soit en période internationale, soit quand il y avait des blessés. Derrière, Martin Pagerello peut être une perte plus ou moins importante. Mais bon, je pense que Charlie Quinson sera une bonne doublure de Baptiste Couillou. Et évidemment, la grosse perte, c'est David Nignashvili, mais qui va être bien remplacé. Pour le reste, Radradra, De Benedettis, Simutoga, c'est pas des joueurs qui étaient importants à mon sens dans cet effectif lyonnais. Je vous ai parlé de David Nignashvili qui allait être remplacé, il va être remplacé par Gabin Lor, arrière qui arrive de Béziers, il peut également jouer demi d'ouverture, il peut jouer ailier, enfin il peut jouer à peu près partout, franchement c'est un super joueur, 16 essais la saison dernière, un jeu au pied énorme, des qualités de relance assez fortes, ça va être un joueur à suivre. Tout comme Arthur Mathiron qui arrive de Nevers, qui a fait une saison sympa aussi, même 2 saisons, je crois, ça fait 2 saisons qu'il est en prêt à Nevers. Il s'est clairement installé à l'aile, même s'il est capable de jouer au centre. Je me souviens qu'avec les U20, il jouait au centre. Ça va être un joueur à surveiller aussi dans la rotation. Tout comme Wayne Nicolo, qui pour moi peut être un joueur qui peut être clairement titulaire et une des attractions du top 14, un des meilleurs joueurs du top 14. José Massi arrive des Fidjian Droit. Sam Simon, c'est une bonne pioche, je trouve, qui arrive de Montpellier, qui va vouloir se relancer. Jean Serroux arrive de Brive, même si en vrai, il arrive plutôt de Colomiers, parce qu'à Brive, il est seulement prêté par ce club. Et enfin, Sarah Gallet et Mukuro, c'est 2 jeunes qui ont fait des bonnes saisons, que ce soit à Grenoble ou à Vannes, et à Lyon, dans un effectif plus complet qui peut jouer le top 6, ça peut faire des étincelles. Donc bref, pour tout ça, je vois Lyon 4ème. En 3ème position, je vois les Toulonnais. Même position que l'an dernier. Je pense qu'ils vont réaliser une assez bonne saison, même si pour moi le duo de tête va être quand même un peu au-dessus, comme l'an dernier précisément. Au niveau de la dynamique, ils ont fait une demi-finale, perdue face à Bordeaux assez largement, mais globalement ils avaient fait un bon quart de finale avant, un bon match de barrage. Et en Coupe d'Europe, ils ont eu cette élimination en quart de finale face au Stade Toulousain qui avait fait beaucoup parler. Mais bon, globalement, c'était une bonne saison. Toulon s'est assis, ça fait 2 ans qu'ils arrivent à se requalifier en top 14. Maintenant, je pense qu'ils sont capables de faire perdurer cette dynamique. En départ, qui peut être important, je trouve que Matteo Le Corvec jouait beaucoup et était même titulaire ou remplaçant sur les derniers matchs, notamment sur les matchs de phase finale. Facundo Issa, évidemment, va beaucoup manquer, je pense. Et derrière, Juta Waynicolo et Leicester Fainga'anuku vont être les 2 grosses pertes. Tout le reste, Pablo Patilla, Duncan Paiwa, Dan Bigard, Jules Danglo, Célevasio Toulofoy, David Michelidze et Emeric Stagno, c'était des joueurs de rotation. Arrivée de Nicolas Narmania, Zach Mercer, Clovis Lebaille, Matteo Garcia, Ignacio Brex et Mathis Ferté, c'est un recrutement assez sympa, qui fait pas non plus rêver, qui met pas des étoiles dans les yeux, mais qui quand même peut tenir la baraque. Là où ils perdent, je pense, c'est derrière, en recrutant seulement Ignacio Brex et Mathis Ferté, qui va vouloir beaucoup jouer en demi-mêlée. Quand tu perds Wayne Nicolo et Fainga'anuku, je pense que tu perds un peu au change. Et bon, globalement, c'est un recrutement plutôt solide. Bon, les matchs de prépa ne parlent pas en leur faveur parce que ils ont perdu assez largement à Perpignan et après ils ont perdu aussi contre Clermont. Mais je pense que pour le coup, ces matchs de prépa ne représentent pas ce qui va arriver parce que
bah Toulon a mis beaucoup de jeunes sur ces matchs de prépa. Et aussi, j'ai oublié de noter l'arrivée de Patrick Tufoy, qui va clairement avoir une place dans cet effectif varois. Le Stade Toulousain finira deuxième pour moi. Oui, ils finiront pas premier. Parce que je pense qu'ils vont avoir une légère baisse de régime. Bon, ça va, ils finiront deuxième. Surtout qu'aussi, bah, pareil, ils vont jouer à fond la Champions Cup pour essayer de la regagner. Et que par conséquent, bah, sur certains matchs, ils vont faire un peu l'impasse, notamment des matchs à l'extérieur en envoyant beaucoup de jeunes, et donc malheureusement, potentiellement perdre des matchs. Et ce qui leur coûtera pour moi la première place. Mais bon, ça restera une saison réussie, et c'est grave possible qu'ils fassent un quadruplé. Côté départ, bah, aucun qui est important, je trouve. Ceux qui jouaient le plus, c'était Sita Leriki, Bintou Niata, Alban Placine, Richie Arnold, Malaki Hawks. Voilà, c'était eux qui jouaient le plus, mais c'était clairement pas des titulaires. D'une part parce que certains ont été blessés assez longtemps, mais aussi bah, parce qu'il y a meilleurs que eux à leur poste. Et après, Nepo Laolala a fait une saison blanche la saison dernière, Hugo Reyes n'a quasiment pas joué, Raphaël Porta et Mathieu Galtier sont des espoirs qui ont peut-être fait une feuille de match, mais pas plus. Donc je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup perdu. Alors que par contre, ils se renforcent assez bien. Assez peu, mais assez qualitativement. D'abord, je vais parler de Paul Malaise en premier lieu. Retour de près de Aix, saison très bonne à Aix, notamment plus en pilier droit qu'en pilier gauche. Et après, appelé par Fabien Galtier, et il a joué pilier gauche et a fait plusieurs bonnes rentrées en Nouvelle-Zélande. Ensuite, on a Georges-Henri Colombe qui va vouloir se relancer après beaucoup de critiques envers lui, et je pense que le Stade Toulousain peut être le club qui lui permet de se relancer. Et enfin, Teddy Thomas, c'est pour moi le club qui lui correspond le plus. Quand on connaît les qualités offensives de ce joueur, dans un jeu à la toulousaine, il peut clairement s'éclater. Pour tout ça, je pense que Toulouse finira deuxième. Et donc le premier, vous l'avez deviné si vous connaissez le top 14, c'est pour moi le Stade Rochelais. Alors ouais, je pense qu'il y a assez peu d'observateurs du rugby qui les met aussi haut. Je sais pas pourquoi, cette saison, je les sens bien les Rochelais. C'est peut-être le recrutement qui est très alléchant qui me fait dire ça, et peut-être que je m'enflamme assez rapidement, mais quand on voit les recrues, Nolan Le Garec, David Niashvili, Hugo Pacom et Semi Lagivala, ben ça donne envie vraiment de voir cette attaque rochelaise. Surtout qu'on sait que ces dernières saisons, elle a été plus ou moins en perdition, entre le plan de jeu qui était plutôt tourné sur les avants et les saisons dernières qui étaient galères, où on voyait pas trop le trois quarts. Là, il peut y avoir clairement un renouveau du côté Rochelais. Et ces joueurs vont, pour moi, l'apporter, ce renouveau. Et je pense qu'il va y avoir, du coup, un jeu Rochelais beaucoup plus porté vers l'offensive. Surtout que le paquet d'avant était un petit peu moins casse sur ces dernières saisons, donc ils vont plus jouer sur les extérieurs. En départ, ils perdent Brizulin, qui pour moi peut être une perte importante, parce que bah, du fait de son expérience, il rassurait souvent quand même. Mais bon, il faut que ça tourne, et quand on recrute David Niashvili et Hugo Pacom, ça va. Et après, Teddy Thomas est pour moi un départ important, Tawera Carvalho, mine de rien, est un départ important, Georges-Henri Colombe est un départ important, et Thierry Payeva peut s'apparenter à un départ important, même s'il a été beaucoup blessé. Le reste, Léo Poulou, Mathis Brunet, Romain Lamitte et Thomas Cicérou, ça jouait assez peu. Et au niveau de la dynamique, les Rochelais ne se sont pas qualifiés, ils ont fini 7ème la saison dernière, et ils se sont fait éliminés de mémoire en 8ème ou en quart de finale, je me souviens plus, de Champions Cup par le Munster. Enfin bref, là maintenant que j'ai fait mon classement, je vais vous donner mes paris, mes pronostics pour la première journée du top 14. Alors on a d'abord le promu Montalbanais qui va se déplacer chez le Stade Français, et je pense que le Stade Français va gagner, mais d'une courte terte en laissant un bonus défensif à Montauban. Perpignan reçoit Bayonne, et pour moi ce sont les Perpignanais qui vont disposer des Bayonnais. Castropos, ça va être un match très intéressant, très serré, et donc je vais miser sur le match nul. Le Loup reçoit le Racing, et pour moi ce sera une victoire du Loup avec un bonus offensif. Montpellier reçoit Toulon, et pour moi c'est une victoire de Montpellier. L'UBB reçoit La Rochelle, et pour moi La Rochelle ira faire un coup à Bordeaux pour les raisons que j'ai évoquées, notamment les blessés de Bordeaux qui sont pour moi trop préjudiciables. Et enfin, Clermont reçoit Toulouse, et pour moi le Stade Toulousain ira glaner sa première victoire à l'extérieur de la saison au stade Marcel Michelin. Voilà, j'espère que cette vidéo preview vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre classement et vos pronostics pour la première journée dans les commentaires, je les lirai et je vous répondrai. D'ailleurs, je l'ai dit sur mon ancienne vidéo que je vous mets juste là, je me suis lancé sur TikTok et je suis plus actif aussi sur Instagram. Pendant l'été, j'ai fait quelques petites vidéos, quelques petites capsules que vous pouvez retrouver. Je mets toutes les vidéos en short, en réel Insta et en TikTok pour concorder les trois comptes. Enfin bref, je voulais vous abonner, c'est @bourrichon.tv. Et justement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, m'écrire un commentaire, mettre un like et activer la cloche, c'est des petits gestes qui m'aident grandement. Enfin bref, c'était Bourrichon,
Ciao ciao.